Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le podcast Mater Happy. Ce podcast est destiné à toutes les personnes en chemin, en quête de bien-être, en quête de découverte de soi, de rencontre de soi, qui a envie d'être inspiré, d'être guidé, de découvrir de nouvelles pratiques, des chemins de vie qui pourront les accompagner sur leur chemin de développement personnel. Je suis moi-même en quête, je suis moi-même en chemin et c'est avec beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, de plaisir et d'amour que je vous partage ce podcast fait avec tout mon amour et toute ma sensibilité. À côté de ça, j'en parle rapidement parce que je sais qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui m'écoutent. J'ai un accompagnement pour aider les thérapeutes à lancer leur podcast parce que je sais les difficultés que vous pouvez rencontrer pour communiquer et pour moi le podcast c'est vraiment le format idéal pour rester authentique, pour délivrer un message qui nous tient à cœur, pour se développer dans ce domaine-là. Vous trouverez toutes les infos en description. N'hésitez pas à me contacter sur Instagram à materhappy.eu. Très bonne écoute. Gratitude, merci d'être là. Et on se retrouve chaque semaine, chaque mardi, pour un nouvel épisode. Merci. Ah, en plus, t'as ça, je l'ai même pas utilisé encore. Là, monsieur a un... C'est l'occasion jamais, hein. Ah non, mais j'ai pas envie de le remettre, c'est bon, ça me va. Non, mais c'est beau derrière. Ok, alors on va introduire ça. Donc, bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je suis avec Christina qui va nous parler de son parcours au niveau de la dépendance affective. On a vraiment mis le doigt sur le cœur de son cheminement et la sagesse qu'elle en a tirée. C'était passer de la dépendance affective à l'amour de soi. Donc aujourd'hui, on va parler à travers ton parcours de ce sujet qui vient toucher, je pense, beaucoup de monde et à même à différents niveaux, même si on n'est pas directement concerné. C'est quand même un sujet qui mérite d'être entendu et il y a des notions qu'on peut récupérer. Donc je suis très heureuse de l'aborder aujourd'hui avec toi, Christina. D'abord, comment vas-tu ? J'ai bien, merci. Ouais. Je vais très bien et je te remercie de t'intéresser au sujet et puis d'avoir pensé à moi. Vraiment, c'est super sympa. Ah ouais, j'apprécie, merci. Avec plaisir. Moi, ce qui m'a fait te choisir, comme je te disais, comme je t'ai dit plusieurs fois, c'est que au-delà d'accompagner des gens, c'est que toi-même, tu es passé par ce parcours de dépendance affective et tu le partages justement sur tes réseaux sociaux, tu le partages, que... T'as vécu la chose de l'intérieur, donc t'es très très bien placée pour en parler. Donc j'aimerais aborder le sujet, commencer à rentrer dans ton histoire à partir de l'enfant que tu étais. Quelle était ta vie à ce moment-là ? Alors, moi je suis une petite fille qui est arrivée sur Terre, à la vie, au Portugal. Je suis née au Portugal, avec dès le départ un papa qui était absent physiquement, qui était présent au niveau affectif, mais à distance. Donc moi, j'ai grandi, en fait, jusqu'à mes 11 ans. Mon père est décédé quand j'avais 11 ans. Mais jusqu'à son décès, en fait, je l'ai très peu côtoyé. Je le voyais 1 à 2 fois par an, parce que lui habitait en France et moi, ma maman et mes frères, puisque j'ai 2 frères, on habitait au Portugal. Ouais. Et j'ai grandi avec une notion qui m'a énormément fait souffrir et qui a créé ce vide affectif en moi tout au long de ma vie, dont j'ai pris conscience plus tard, par la suite, qui était une notion où ma mère me disait souvent, même constamment, que papa voulait pas de moi, que papa voulait pas assister à ma naissance. Et j'ai appris à l'âge de 44 ans que en fait, ma mère avait sa propre perception, et que c'était l'histoire qu'elle se racontait elle-même et que c'était pas la réalité. Puisque finalement, mon père, il a assisté à ma naissance, il était présent à ma naissance. Mais c'est vrai qu'après, en fait, il vivait pas avec nous. À l'époque, c'était l'époque où les Portugais immigraient en France pour des raisons financières. J'ai appris des années plus tard que pour mon père, ça n'avait pas été facile. Et que pour lui, justement, le fait d'être présent à ma naissance, ça lui tenait à cœur. Mais vu les circonstances dans lesquelles il était, c'était pas évident en fait pour se déplacer et pour assister à ma naissance. Pour autant, il a réussi à le faire. Et n'empêche que je me suis quand même construite jusqu'à l'âge adulte et jusqu'à des années vraiment très lointaines, avec l'idée que j'étais pas désirée par mon père.
Donc, une petite fille qui ne se sent pas désirée par son père, se sent abandonnée. Ouais. Il y a aussi la blessure de rejet, puisque la blessure de rejet, elle va plutôt être réactivée avec la maman. Mais vu le contexte dans lequel j'ai grandi, avec l'histoire qu'on m'a racontée, que je me suis racontée tout au long de ma vie, moi, puisqu'en fait, l'histoire qu'on entend, c'est celle que nous, on va se raconter de manière inconsciente. Ça va donc, en fait, nourrir ces blessures-là en priorité. Ouais. Donc, moi, j'ai vraiment développé de manière très, très forte ces deux blessures, la blessure d'abandon et de rejet. Et quand j'ai pris conscience, quand j'ai découvert que je vivais de la dépendance affective, la blessure d'abandon a été évidente pour moi. Mais j'ai pas vu tout de suite la blessure de rejet. Ouais, bah. C'est la blessure qui nous fait le plus souffrir, c'est la blessure de rejet. Ouais, bah, on va en arriver, Voilà. on va arriver là un petit peu plus tard, justement, expliquer comment, à un moment donné, tu t'es rendu compte que tu étais dans la dépendance affective. Mais avant, donc tu étais cet enfant qui avait un papa qui n'était pas présent. Tu le prenais personnellement, en fait, à te dire, il me rejette, il ne m'aime pas. Alors, cette absence physique a été extrêmement douloureuse pour moi. Moi, ça m'a amené en fait à me morfondre dans un isolement profond où je sortais même pas avec mes amis, j'avais pas envie de sortir. Tu vois, quand tu m'en parles là, j'ai beaucoup travaillé sur moi, donc j'ai beaucoup guéri. N'empêche qu'on reste toujours des êtres humains et subsiste toujours à l'intérieur de nous le petit enfant qui a beaucoup souffert. Et quand je parle de cet épisode, l'image qui me vient constamment, c'est la petite fille que j'étais dans le coin de ma chambre avec le gros nounours rose que papa m'avait offert. Mais je pouvais passer des heures comme ça, des journées entières et des heures comme ça, isolée dans ma chambre, à attendre que papa revienne. Ouais. Et j'ai vécu ça jusqu'à son décès, en fait. Où là, ça a été la blessure d'abandon qui a été... Et trahison. J'ai aussi vécu la blessure de trahison. Donc, il faut savoir que on rendait visite à mon père en France 1 à 2 fois par an. Et puis, lui, il allait au Portugal également pour les vacances. En fait, jusqu'à l'âge de 7 ans, ma vie a été un aller-retour entre le Portugal et la France, quasiment sans cesse. Parce que ma mère ne se décidait pas. Est-ce qu'elle restait en France? Est-ce qu'elle s'établissait au Portugal? Et en fait, je sais que mon père, quand j'ai eu 7 ans, il lui a dit qu'il fallait que maintenant elle prenne une décision, parce qu'en fait, j'avais commencé ma scolarité en France. Et comme à nouveau, elle était repartie au Portugal, en fait, à ce moment-là, mon père lui a imposé de faire un choix. Soit c'était la France, soit c'était le Portugal. Donc, elle a décidé de s'installer au Portugal et je suis effectivement restée au Portugal. Et là, on n'est plus revenu en France lui rendre visite. C'était lui qui nous rendait visite. Quelques fois par an. Voilà, 2, maxi 3 fois par an, quoi. Et je le voyais donc pendant les vacances. Ouais. L'année où mon père est décédé, donc j'avais 11 ans. Et c'était les vacances d'été. Et je ne sais pas pourquoi, dans mon esprit, j'étais convaincue que mon père rentrait définitivement. Alors, est-ce que je l'avais entendu? Est-ce que moi, je l'avais rêvé? J'ai su des années plus tard que, en fait, c'est moi qui avais nourri ça en moi et que c'était pas la réalité. C'est ce que tu aurais aimé. Peut-être que je l'ai rêvé, que je l'ai tellement désiré, que j'en ai été convaincue. Alors, c'est vrai que là, ça a été le vrai traumatisme pour moi, parce que non seulement il rentrait pas définitivement, mais à peine 1 semaine après être là, 1 ou 2 semaines après être là en vacances, il a une crise cardiaque et il est décédé. Et ça, pour moi, je pense que c'est... En tout cas, jusqu'à présent, c'est le gros traumatisme de ma vie. Hein. Voilà. Et tout ce que j'ai vécu dans mes relations sentimentales avec les hommes par la suite me ramène à la relation que j'ai vécue avec mon père. Oui, justement, j'aimerais y amener. Donc, est-ce que tu peux nous partager ta première relation, donc, finalement, et comment... Oui. Comment tout ce que tu as vécu enfant et ta relation avec ton père a fait que du coup tu es tombée dans une relation qui... C'est ça. Qui est venue réactiver toutes ces blessures, en fait. J'ai fait un transfert. Hein, on fait souvent ça. Hein, on le sait pas forcément, mais on fait ça. On fait un transfert. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est un transfert pour les personnes qui... En fait, inconsciemment, on va chercher à réparer, entre guillemets, avec la personne dont on tombe amoureuse. À se réparer? Non, à réparer la situation. D'accord. À réparer la situation qui, selon notre interprétation, aurait dû être
d'une certaine manière dans notre relation avec notre parent. D'accord. Tu vois? Donc, je parle de la relation amoureuse, là, tu vois? En fait, le transfert qu'on fait avec nos partenaires amoureux, c'est inconscient, mais c'est ça qu'on cherche à faire. On cherche inconsciemment à obtenir du partenaire ce qu'on n'a pas réussi à obtenir avec le parent du sexe opposé. Ou alors on peut également chercher à obtenir ce qu'on a adoré avec ce parent-là. Et en fait, on n'est pas conscient que la relation, elle sert pas à ça. L'autre n'est pas là pour réparer. Toi, tes comportements, ils se manifestaient comment, donc, à travers cette problématique de transfert? Du coup, quel comportement Je m'accrochais. Dès que j'avais peur, dès que je sentais la peur de perdre le partenaire, bah, je m'accrochais. On fait des pieds et des mains pour sauver la relation, pour attirer l'attention de l'autre, pour être importante pour l'autre. En fait, on se met en posture de victime, mais on réalise pas qu'on se met en posture de victime. Et c'est infernal pour l'autre, mais c'est infernal pour soi également. Ouais. En fait, on se vide de notre énergie. T'étais tout le temps activée, en fait. Parce que est-ce que tes peurs, elles étaient... parce qu'il peut y avoir des peurs fondées de, je sais pas... ça n'a pas toujours été le cas. La guerre dans un pays où peut-être il y a des chances qui reviennent pas. Ça n'a pas toujours été le cas. Moi, en ce qui me concerne, et je pense que pour beaucoup de personnes, c'est le cas, mais faut vraiment, dans le travail qu'on va faire, faut vraiment en prendre conscience. Moi, ma toute première relation, ça a été avec mon ex-mari. Je suis divorcée aujourd'hui depuis 20 ans. C'est le père de mes enfants. C'est un homme avec qui j'ai été mariée pendant 18 ans. Et ça a été ma première rencontre amoureuse. J'avais 14 ans, donc 3 ans après le décès de mon papa. Et aujourd'hui, je sais que la vie a fait les choses de manière sublime, hein, mais j'étais pas en capacité à l'époque de les comprendre, tu vois. Je l'ai rencontré 3 mois avant de venir habiter en France. Parce que ma mère, 3 ans après le décès de mon père, a décidé de venir habiter en France. Alors que ça n'a jamais été fait pendant que mon père était vivant, tu vois. Je comprenais pas la décision de ma mère. Bon, je l'ai comprise plus tard. Hein. C'était encore une question d'argent, une question de finances. Certainement que c'était pas ce qu'elle aurait voulu, mais voilà, c'est la solution qu'elle a trouvée dans le moment. Sauf que moi, je venais de rencontrer un garçon. Ça faisait 3 mois que je le connaissais. C'était un coup de foudre. Et maman m'a arraché à ce coup de foudre, quoi, tu vois. Ça veut dire que je venais de passer 3 ans de dépression. Parce que le décès de mon père, pour moi, m'a plongée vraiment dans une dépression. Et cette rencontre, bah, quelque part, hein, ça a été une illumination pour moi, tu vois. Ça a été un bonheur intense. Ça a été un bonheur intense. C'est voilà, c'est un feu de paille, hein, tout ce qui. Et puis non, puisque finalement il a continué, mais à quel prix? Parce que j'ai tout fait pour que cette relation aboutisse, aille au bout. Et donc j'ai dû suivre ma mère. Hein, j'avais 14 ans à l'époque. Comment vous avez pu faire pour vous retrouver? Il est venu en France aussi? Alors plus tard, 5 ans plus tard, parce que effectivement, j'ai tout fait pour maintenir cette relation à distance, pour garder le contact. Et 5 ans plus tard, donc je n'avais que 19 ans. Quand on s'est mariés. Wow. Voilà. Et donc, lui, il est venu habiter en France. Il est venu peu de temps avant qu'on se marie. Et moi, j'habitais dans le sud-ouest de la France. Et quand on s'est mariés, je suis montée à Paris parce que lui, il s'était établi à Paris. D'accord. Et donc, j'ai habité Paris après pendant 32 ans. On a eu nos 2 enfants. Mais ma dépendance affective, elle a commencé immédiatement à ce moment-là, sauf que je la vivais de manière camouflée, cette dépendance. C'est-à-dire, elle se manifestait comment? Alors, à ce moment-là, c'est quand tu étais à Paris, c'est ça? Oui, c'est quand... quand vous êtes mariés, c'est ça? C'est-à-dire que comment te dire, dans les 5 années où on s'est fréquentés à distance et les toutes premières années de mariage, j'avais pas les mêmes comportements qu'on a en tant que dépendant affectif. J'étais plutôt dans ma blessure de rejet, dans le sens où, en fait, je me faisais toute petite pour ne pas déranger, pour maintenir la relation, pour être acceptée. Tu vois, tout le contraire. Et après, j'ai basculé dans la blessure d'abandon. Et dans la blessure d'abandon, c'est là où on commence, en fait, à chercher, à exister, à attirer l'attention, à s'accrocher à l'autre. Il y a vraiment une différence. Mais on est dans la souffrance dans les 2 cas. D'accord. Donc, ma relation, elle a tenu en tout cas toutes ces années parce qu'au départ, je ne manifestais pas des comportements dans lesquels, en fait, j'étais excessive et dans lesquels, en fait, je montrais à
à mon partenaire. Tes limites, tes besoins. Ben oui, je reniais mes besoins. Ouais. J'étais convaincue qu'il fallait se faire toute petite et que il fallait pas déranger le partenaire. J'étais même pas consciente de mes besoins à l'époque. Ouais. J'avais qu'un seul objectif, c'était que la relation aboutisse. Ouais. Mais quitte à ne plus être toi-même, quitte à accepter des choses exactement. que tu n'avais pas acceptées. Oui, oh là là. Et ça, du coup, ça c'est pour toi, pour les personnes qui nous écoutent, ce sont des signes justement qui permettent de voir où est-ce qu'on se situe au niveau de la dépendance affective, dans où je situe mes besoins, quelle est la place de la relation. Bien sûr, mais en fait, c'est très difficile d'être conscient qu'on a des besoins déjà. Ouais. Tu vois ? Quand on est dépendant affectif ? Ben oui, parce qu'en fait, on croit que notre besoin, c'est que la relation dure. On croit que c'est ça notre besoin. En fait, nos vrais besoins, c'est surtout d'avoir un partenaire avec qui on peut discuter, à qui on peut partager la souffrance qu'on est en train de vivre, qu'on a besoin de sa présence, pas continuellement, hein, pas H24, mais que quand on est avec un partenaire qui est absent les week-ends alors que vous êtes un jeune couple et que vous partagez pas des choses ensemble, que vous ne sortez pas ensemble, qu'au lieu d'être avec toi, il sort avec ses amis, ça, c'est des souffrances qu'on va vivre et que en fait, on retient, on n'en parle pas et à un moment donné, tu exploses, donc l'autre, il comprend pas non plus. C'est ça nos vrais besoins. Nos vrais besoins, c'est d'avoir une vraie communication avec le partenaire, de lui exprimer ce qui se passe en nous, qu'est-ce qu'on est en train de ressentir. Et en fait, même avant de s'engager dans la relation, c'est important parce que... sinon, ça va dans un mur, en fait. Exactement. Et en fait, ce sont ça nos besoins, sauf que quand on est en dépendance affective, on ne sait pas que c'est ça nos besoins. Ça, on le met de côté parce qu'on se dit, c'est de la manipulation inconsciente. On se dit que quand on aura acquis le partenaire, à ce moment-là, on va pouvoir exposer nos besoins, on va pouvoir dire ce qu'on veut. Et malheureusement, on ne sait pas le faire non plus. On le fait d'une manière qui peut être agressive, qui peut faire fuir l'autre, en fait, tu vois. Du coup, donc toi, dans cette relation, t'étais comment ? Au fur et à mesure qu'elle a évolué, parce que t'es resté quand même longtemps avec cette personne. On est resté 18 ans ensemble, hein, on a eu des enfants. Il y a différentes étapes aussi dans la relation. Exactement. Ça a été une relation où j'ai carrément vécu de la violence. Au bout d'un moment, je l'ai caché, hein, j'ai caché ça à ma famille. Et je l'ai révélé qu'au bout de 6 ans de relation. On fait ça également parce qu'on y trouve un bénéfice caché. Hein. C'était quoi le bénéfice caché ? C'est que la relation dure. Et moi, mon bénéfice caché, notamment, c'était le fait que la veille de mon mariage, un monsieur m'a dit tu vas regretter ce que tu vas faire. Tu es tellement jeune et tu n'imagines pas la souffrance que tu vas vivre. Et en fait, l'ego va te maintenir dans cette cachotterie de tu veux pas le révéler à ta famille. Parce qu'en fait, tu veux pas montrer ta vulnérabilité. Et tu veux montrer à ces personnes-là qui t'ont averti qu'elles n'ont pas raison, qu'elles n'avaient pas raison. Tu vois ? Mais jusqu'au jour où tu n'en peux plus et tu exploses. Pourtant, cette personne-là, elle était rien pour moi. Hein, mais je savais au fond de moi que c'était pas la seule personne qui pensait ça. Donc, je voulais sauver les apparences, en quelque sorte. Et il y a beaucoup de personnes qui font ça, tu vois ? Alors, il y a l'aspect dépendance et il y a aussi l'aspect vulnérabilité qu'on ne veut pas dévoiler. Donc, on fait tout pour maintenir cette force à l'intérieur de soi jusqu'au jour où tu n'y arrives plus, où tu touches le fond. En fait, les premières années de ta vie dans cette relation, c'était tout accepter, encaisser, dans le seul objectif de garder cette relation. On peut accepter l'inacceptable, ce qui a été mon cas, effectivement, et le cacher à son entourage. Alors moi, il faut savoir aussi que autour de moi, j'avais personne. Puisque quand je suis montée à Paris, j'avais pas de famille là-bas. Je n'avais que mon mari à l'époque. Donc je m'efforçais aussi de maintenir cette relation parce qu'il était ma seule famille que j'avais dans le coin. Ouais. Tu vois. Et je voulais pas non plus déranger. Ça, c'est typique de la blessure de rejet. On veut pas déranger. On veut pas demander de l'aide. Ouais. Parce que on grandit avec l'idée que tu t'es mis dans le pétrin, à toi de t'en sortir. Donc j'ai essayé par plusieurs moyens, mais
J'ai essayé d'ailleurs au bout de 7 ans de mariage de quitter la relation, je n'y suis pas arrivée. J'étais encore trop faible. Alors au bout de 7 ans, déjà j'étais très faible par rapport à mon estime de moi, à ma valeur, puisque son comportement m'avait amené en fait à beaucoup douter de moi, à ne plus m'aimer, à ne pas m'aimer du tout, ce qui fait qu'on doute énormément de soi et qu'on n'a pas la force nécessaire pour pouvoir s'en sortir. Et on se dit que seul, enfin tu te disais seul, je pourrais pas réussir, j'ai besoin de lui, mais même si ce qu'il me fait, j'ai conscience, quelque part tu avais déjà conscience que c'était pas ok, mais de l'autre tu te voyais pas faire autrement à ce moment-là, sans lui. Non, j'avais pas la force de le faire. Quand tu imaginais le monde sans lui à ce moment-là, comment tu le voyais? C'était pas possible. J'arrivais même pas à l'imaginer, dans le sens où en fait je pensais pas que je pouvais m'en sortir seule. Donc on endure encore, tu vois. Et ça pour toi c'est un des signes de la dépendance affective? Oui, bien sûr. Il faut demander de l'aide. Il faut vraiment avoir la force, le courage de montrer sa vulnérabilité. Parce qu'il y a autour de soi des personnes qui sont là pour nous aider. Mais il faut le faire savoir, sinon... Et donc souvent on attend le dernier moment, on attend de toucher le fond, ce qui a été mon cas. Ouais. Donc moi, c'est au bout de 14 ans de mariage que j'ai touché le fond. Je venais d'avoir mon deuxième enfant. Il avait 6 mois. Et en fait, l'aide que j'ai eue, ça a été d'abord au niveau physique parce que j'avais des problèmes de santé extrêmes où j'arrivais même plus à prendre mon fils dans mes bras, mon bébé dans mes bras. Et j'avais une amie dans mon entourage à l'époque que je connaissais depuis quelques mois. Alors j'essaie depuis 8 ans à peu près. Puisque je l'ai connue grâce à mon premier enfant, parce que nos enfants se sont connus à l'école. Et j'en parle dans mon livre. Pour les personnes qui veulent connaître mon histoire, vous la connaîtrez bien sur mon livre, premier livre que j'ai écrit, Confidence d'une ancienne dépendante affective. Et je la bénirai toujours, cette femme, parce que on faisait les courses de Noël une semaine avant Noël. Et j'étais dans mon désarroi, dans ma souffrance extrême. Et en plein milieu du centre commercial, elle s'est arrêtée parce que je pense que je la gonflais à un moment donné. J'étais comme ça et j'en étais pas consciente. Je ruminais constamment en fait mes problèmes. J'imaginais même pas qu'il pouvait y avoir une issue. Et elle s'arrête et elle me dit « Écoute, maintenant tu commences vraiment à me saouler. » Vraiment, elle a été catégorique. J'ai pas de solution pour toi. Si tu veux t'en sortir dans la vie, je peux te conseiller un livre, mais c'est tout ce que je peux faire pour toi. Donc, si tu le veux, je peux te le prêter. Mais après, voilà. Je crois que notre relation va s'arrêter ici. Ah ouais. Ariel me l'a carrément dit. Et ça a été un choc pour moi. Mais quelle bénédiction, ce choc. Parce qu'effectivement, je suis rentrée, elle m'a prêté le livre. Je l'ai lu toute la nuit. J'ai pas dormi de la nuit. Le lendemain, c'est les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Et le lendemain, je lui ai rendu le livre. Je suis allée me l'acheter. Parce que vraiment, le message que j'ai eu en lisant ce livre, c'était « Mais mon Dieu, qui est cette femme? Elle me connaît par cœur. Moi qui ai cherché à cacher tout ça pendant toutes ces années, comment elle sait tout ça de moi? Tout ce que j'ai essayé de cacher ?» Et en fait, je viens simplement de comprendre que la cause de ma souffrance, c'est parce que j'applique tout ce qu'on m'a enseigné, mais tout ce qu'on m'a enseigné, c'est le contraire de qui je suis. Donc ça a été une révélation pour moi, ce livre. Ouais. Et j'ai commencé à devenir qui j'étais très rapidement. En fait, tu as pris conscience de toutes les blessures, que tu agissais à partir de la blessure et non pas à partir de qui tu étais vraiment et à partir de tes conditionnements. J'appelais pas ça encore la blessure à ce moment-là. Vraiment, la compréhension que j'ai eue avec cette lecture-là, c'était que la cause de ma souffrance, c'était parce que j'étais tout l'opposé de qui je suis en réalité. Et ce que j'étais à l'époque, en fait, qui n'était pas moi, c'était l'éducation que j'avais reçue. C'était ce qu'on m'avait enseigné. Pas seulement mes parents, ils ont fait du mieux qu'ils ont pu, mais en fait, on reçoit tous une éducation. C'était également le contexte sociétal dans lequel on évolue. C'est la religion, la culture dans laquelle on grandit. Donc, c'est pas que l'éducation des parents, c'est tout le contexte dans lequel on baigne. Et en fait, j'ai vraiment compris que effectivement, je faisais tout l'opposé de ce que j'aurais voulu faire. Et du coup, quelles sont les premières actions que tu as mises en place pour faire bousculer ça? Mais j'ai senti une grande délivrance rien qu'à la lecture de ce livre-là.
Donc, la première blessure que j'ai reconnue, ça a été la blessure d'abandon, hein. Je l'ai lue et relue et relue. Et les premières actions que j'ai commencé à mettre en place, en fait, ça s'est fait spontanément, sans aucun Sans forcing, effort. sans aucun effort. J'ai simplement compris que j'avais pas besoin de m'accrocher, j'avais pas besoin de m'attacher, j'avais pas besoin de forcer la relation, que j'étais quelqu'un qui avait de la valeur, qui avait ma place ici sur Terre, que je méritais d'être là et que j'avais pas besoin en fait de chercher à exister en forçant les choses, parce que j'ai appris à prendre ma part de responsabilité également dans cette relation. Parce que j'ai compris également que si mon partenaire à l'époque, il avait des comportements violents, agressifs avec moi, il y avait une part de moi qui était responsable de ça. D'une part, mes comportements l'amenaient à un moment donné en fait à sortir de ses gonds et à ne plus pouvoir se contrôler, ce que j'ai compris plus tard. Et d'autre part, en fait, certainement que je lui mettais une grosse pression également, et que c'est un être humain comme moi et qu'il a fait du mieux qu'il a pu lui également. Mais là où j'avais ma grande responsabilité, ça a été dans le fait où j'ai accepté de cacher son comportement vis-à-vis de moi, que j'aurais jamais dû accepter. Parce que s'il a continué, c'est parce que quelque part, le fait que je n'en parle pas, le fait que je ne le révèle pas, c'est comme si je disais tu me maltraites, mais c'est ok, continue. Ouais. Ouais, et dans ce que tu dis, c'est que avant ce livre, t'étais dans... C'est fort quand même de dire, pour moi, il n'y avait pas d'issue. C'était que vraiment, tu te sentais bloqué. Et d'un coup, le fait d'avoir pris conscience de tout ça, de prendre conscience les mécanismes que tu avais mis en place, tout ce que tu avais vécu et qu'en fait, t'étais pas toi-même, d'un coup, ça a ouvert la porte de « Et si je décidais d'être moi-même, qu'est-ce que ça pourrait donner ?» Oh, mais à l'instant où j'ai fini le livre, je savais déjà que j'étais libre. À ce moment-là, je le savais déjà. Je savais juste qu'il me fallait un certain temps pour pouvoir avancer, mettre des choses en application pour pouvoir le faire. Alors, à partir de la lecture de ce livre, ça m'a demandé 2 ans de préparation mentale pour quitter la relation. Tu t'es fait accompagner ? Non, parce que j'ai cherché, mais j'ai trouvé personne. Donc, sur la dépendance affective ? Ah oui, j'ai trouvé personne à l'époque. Je me suis fait mon propre accompagnement, tu vois, avec d'autres livres, avec là pour moi la passion pour la compréhension des relations sentimentales, elle a débuté à ce moment-là. Et j'étais assoiffée de connaissances, de comprendre comment fonctionnaient les relations de couple. Et qu'est-ce que tu as appris à ce moment-là qui t'a permis de prendre encore plus conscience dans la situation dans laquelle tu étais ? La première chose que j'ai appris, c'est que j'étais responsable de ce qui m'arrivait. Et responsable ne veut pas dire coupable. Ouais. Très important. Tu te sentais coupable ? Tu avais de la culpabilité Bien avant ? sûr, j'en ai encore aujourd'hui. Ouais. Mais alors, si je prends une règle de 10 et que tu me demandes à l'époque où était ma culpabilité, 50. Elle était à 10. Elle était au maximum. Aujourd'hui, j'ai énormément travaillé. Hein, on parle il y a 22 ans en arrière. Hein. Et je reste un être humain. Jusqu'à la fin de mes jours, j'apprendrai encore des choses. Je prendrai conscience de nouvelles choses. Il y a encore des peurs. J'en aurai jusqu'à la fin de mes jours. J'en aurai encore dans ma prochaine vie, si je reviens. De la culpabilité aussi. Elle est très sournoise, la culpabilité. C'est double peine, en fait, d'avoir la culpabilité, en fait. Oui, mais en fait, quand tu comprends comment ça fonctionne et pourquoi tu te sens coupable et que tu prends la décision d'être intègre, d'être honnête envers toi et envers les autres, là, tout commence à changer. Et comment ça fonctionne ? Parce que là, tu prends ta vie en main, tu n'attends plus que ce soit les autres. Parce que moi, j'attendais, en fait, pourquoi je suis restée toutes ces années dans cette relation ? Parce que j'attendais que mon partenaire change. Et tant qu'on attend que ce soit les autres qui changent, rien ne change. Donc, ça m'a demandé 2 ans de préparation mentale à travers tout ce que j'ai appris, toutes les connaissances que j'ai cherché à explorer. Et ça m'a demandé 3 mois d'action pour quitter la relation. Donc, la préparation, elle est vraiment mentale. Ouais. Et à ce moment-là, donc, pour les personnes qui se reconnaîtraient dans les caractéristiques d'un dépendant affectif, qu'est-ce que tu lui conseillerais, du coup, de toi, ta préparation mentale, ça s'est pas déroulé comment ? Ça a été de comprendre, en fait, avant tout ? Ça a été oui, c'est pour ça que j'ai mis 2 ans. Ouais. Et, quand j'ai lu le livre, j'ai immédiatement cherché des personnes qui pouvaient, qui pouvaient m'accompagner, parce que ce que j'ai compris immédiatement, c'est que la souffrance que je vivais s'appelait dépendance affective. Ça a été la grande révélation pour moi. Alors après, bien évidemment, j'ai découvert
que de la dépendance affective n'est que le noyau de l'iceberg. Après, il y a plein de flèches qui vont partout dans d'autres domaines de ta vie, bien évidemment, notamment le domaine, moi le premier que j'ai découvert, c'était le domaine professionnel, dans lequel j'étais pas épanouie et puis surtout la vie me demandait de me prendre en charge à ce niveau-là parce que ça touchait et mon épanouissement personnel et mes finances et ma délivrance au niveau financier matériel, pour que j'apprenne en fait à me prendre en charge et pour que j'apprenne après par la suite à faire un métier dans lequel je me sentais vibrer, quoi. Ça m'a demandé quand même, entre le moment où j'ai quitté cette relation et le moment où j'ai changé de métier, ça m'a demandé 11 ans. Ouais. Ouais. Parce que oui, donc quand j'ai commencé en fait à m'occuper de ma relation, à m'occuper de moi par rapport à ma relation, j'imaginais pas une seule seconde que j'allais vivre une reconversion professionnelle 11 ans plus tard. C'était pas du tout mon objectif. Mon objectif, c'était vraiment moi, de travailler sur moi, de me libérer de cette relation qui était devenue toxique pour moi. Et puis d'aller de l'avant, mais j'imaginais pas une seconde qu'à un moment donné, il y aurait une révélation pour changer de métier. Ouais, on pourra l'aborder peut-être un petit peu plus tard. Avec parce plaisir. Que j'aimerais bien savoir après tes autres relations, comment elles se sont passées par la suite, après ce divorce. Est-ce que tu as répété les mêmes erreurs? Est-ce que tu as continué d'apprendre? Et ce que je voulais dire aussi tout à l'heure, c'est que j'ai l'impression qu'il y a eu 2 chemins. Il y a eu le chemin donc de la dépendance affective à l'amour de soi. Donc voilà, tout ce processus que tu es en train de nous partager actuellement. Et aussi de la culpabilité à la responsabilisation, en fait. Oui. Alors, il faut savoir que la culpabilité, on vit beaucoup de culpabilité. En général, dans 99,999% des cas, il n'y a pas de culpabilité. C'est juste qu'on s'est laissé influencer par les gens à qui on donne du pouvoir, par la société, par l'éducation qu'on a reçue, par la religion, par la culture, que en fait on a fait quelque chose de mal et que donc il faut payer un prix. Et le prix à payer, c'est la culpabilité. C'est ça c'est bien, ça c'est pas bien. Exactement. C'est là, voilà. quand on met les choses en Alors casse, que rien n'est bien ou mauvais en soi. C'est à chacun de nous d'aller voir pour nous qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est juste pour nous, qu'est-ce qui ne l'est pas. Tu vois, ça c'est hyper important de comprendre la notion de culpabilité. Parce qu'on se sent coupable parce qu'on croit qu'on a fait quelque chose de mal. En réalité, on vit. De manière générale, on n'a rien fait de mal. Quand tu n'as pas fait quelque chose dans le but intentionnel de nuire à quelqu'un, ni de te nuire à toi, parce que la plupart du temps, la personne à qui on nuit, c'est surtout à soi-même. Et on n'en est pas conscient. La responsabilité que dont j'ai immédiatement pris conscience, ça a été que si j'avais vécu toute la souffrance que j'avais vécue dans cette relation, c'est parce que j'étais ignorante pendant tout le processus de la relation. Et que j'étais inconsciente et ignorante du fait que j'avais le pouvoir de changer les choses dans ma vie et que je pouvais, moi, décider de ce que je voulais, je pouvais m'exprimer, je pouvais demander de l'aide, je ne dérangeais pas. Et si on dérange quand on demande de l'aide, c'est qu'on ne demande pas de l'aide peut-être à la bonne personne, peut-être au bon endroit. Et il ne faut pas pour autant baisser les bras, il faut continuer à demander de l'aide. Il y aura à un moment donné quelqu'un qui va nous aider. Parce que plus on croit qu'on dérange, et moins on va demander de l'aide. Et quand on se décide enfin à demander de l'aide, la vie va nous confronter à des personnes qui vont nous dire non. C'est pas qu'elles sont mauvaises, ces personnes-là, c'est que elles écoutent leurs limites. Puis ça vient également répondre à ta vibration dans laquelle tu te dis j'ai pas le droit de demander de l'aide, j'ai pas le droit de déranger. Donc en fait, la vie va nous donner l'opportunité de nous expérimenter à demander de l'aide pour qu'on se sente à l'aise avec ça. Ouais. D'ailleurs, le deuxième livre, il me semble, qui a bouleversé ta vie, c'est Conversation avec Dieu. Exactement. C'est le livre que je suis en train de lire actuellement. Et à un moment, il me semble, au début, il dit que la manière dont Dieu se manifeste, en fait, c'est à travers l'expérience. Exactement. Qu'on fait l'expérience de ce qu'on demande, de ce qu'on vivre. En fait, on est venu pour vivre toutes sortes d'expériences sans la juger. Parce qu'en tant qu'être humain, en fait, on vient tous vivre toutes les expériences qu'on a besoin de vivre. Tant qu'on a un jugement vis-à-vis d'une expérience de quelqu'un, ça veut dire qu'en fait, t'as pas encore vécu, toi, l'expérience dans la conscience et dans l'amour. Tu l'as peut-être déjà vécu, la même expérience, mais tu l'as vécu avec du jugement. Donc, en fait, on revivra ces mêmes expériences jusqu'à ce qu'on enlève cette notion de jugement
et cette notion d'accusation. Ouais. Et pour revenir donc du coup sur revivre les mêmes expériences, donc toi après ce divorce, j'imagine que d'un coup c'est pas ça y est, j'ai l'amour de moi, je suis libérée, délivrée, je vis c'est des un relations processus. nickel. C'est un processus. Comment ça s'est passé après le divorce? Ah bah bien sûr, j'en ai vécu encore des relations dans lesquelles j'ai répété certaines choses que j'avais déjà vécues dans ma première relation. Mais c'était moins intense, Alors par exemple la violence, je ne l'ai plus jamais revécue. Ouais, parce que ça t'as dit non. Exactement, parce que dans la première relation, je l'ai quittée parce que la décision que j'ai prise en quittant cette relation, c'est la violence, plus jamais. Je m'aime trop aujourd'hui, peut-être pas encore assez, mais je m'aime trop pour accepter de vivre une telle chose. Ça, plus jamais. Donc ça, je ne l'ai plus jamais revécu. Mais il a fallu que je revive encore certaines choses, et pas que dans une seule relation, j'en ai vécu d'autres. Parce qu'on ne peut pas tout apprendre dans une seule relation. Parfois, il y a des personnes qui peuvent apprendre dans une seule relation. Bon, moi, je suis quand même restée 18 ans dans cette relation. Enfin, je suis restée en couple 16 ans. On a été mariés 18 ans, puisque ça a demandé 2 ans le divorce. Mais on a quand même vécu en couple pendant 16 ans. Dans lesquels j'ai quand même mis du temps après pour réaliser, waouh, mais ce que je vis là dans cette relation, hein, ça fait quand même la 3e relation là après mon divorce. En fait, je l'ai vécu pendant mes 16 ans de vie de couple avec mon ex-mari, et ça s'est répété pendant les 16 ans, hein, mais il m'a fallu cette 3e relation après le divorce pour prendre conscience que ce schéma, je l'avais déjà vécu dans mon mariage, tu vois. T'as un exemple concret de quelque chose qui s'est répété de relation en relation et que t'as libéré? Oui, d'ailleurs, ça a été cette 3e relation qui m'a fait prendre conscience que j'avais peur de la solitude. Et c'est cette relation qui m'a permis de prendre la décision d'accepter de vivre la solitude. Parce que pour moi, solitude égale isolement, hein. Ça nous ramène à la petite fille isolée dans sa chambre, dans le coin de sa chambre avec le nounours. Et en fait, c'était désespérant pour moi, cette vie-là. C'était trop douloureux. En fait. Exactement. Donc ça m'a ramené constamment à la perte de mon père, à l'absence de mon père. Et c'était pour ça que je m'accrochais à mes partenaires. Et ce qui t'a aidé à te libérer de ça, c'est un jour te dire, ok, je vais accepter de ressentir pleinement ce truc. Oui. Cette peine. J'ai compris une chose, c'est que j'ai compris à ce moment-là que tout ce dont tu as peur, tu devras le vivre. Parce que le seul moyen pour découvrir que ta peur est illusoire, enfin je ne le savais pas à ce moment-là, c'est de la traverser, c'est de la laisser te traverser, c'est de vivre l'objet de ta peur. Et c'est effectivement en le vivant, cet objet de ma peur, dans la conscience, dans l'amour pour moi, dans l'accueil de la petite fille à l'intérieur de moi, qui était dans sa souffrance isolée, c'est là où j'ai réalisé, c'est à ce moment-là qu'a eu lieu ma transformation professionnelle. À ce moment-là, j'ai accepté de vivre la solitude, c'est-à-dire un célibat temporaire. Tout est temporaire dans la vie, ça aussi, je l'ai découvert à ce moment-là, alors que la vie me l'avait déjà démontré, mais je ne l'avais pas vu avant, tu vois. Et d'accepter à ce moment-là que j'allais être célibataire le temps que la vie le déciderait. Que je n'allais plus chercher, moi, quelqu'un pour me rassurer, combler mon vide, me rassurer de ma peur d'être seule, d'être dans la solitude. Parce que, en fait, pendant ces années, ces 10 années, après le divorce, dans lesquelles j'ai eu 3 relations, et la 3e relation a vraiment été l'élément déclencheur pour comprendre que j'avais peur de la solitude, alors que je l'avais vécu pendant ces 10 années. En fait, je la vivais. Même si j'avais eu 3 partenaires, je vivais quand même la solitude, puisque aucun n'était prêt à s'engager. Et chacun me ramenait à ma peur de m'engager également, puisque j'avais peur à nouveau de m'engager, puisque j'avais peur à nouveau de souffrir. Oui. J'avais peur de revivre la solitude. Donc, j'ai accepté de la vivre. Elle a duré 5 ans. Pendant ces 5 ans, j'ai vécu effectivement ce que j'appelle le sevrage. Les premiers mois, c'est horrible. C'est comme si on était dépendant à une substance. Et d'ailleurs, on en parlait avant d'enregistrer l'épisode, le fait que être addict, par exemple au téléphone ou à des choses comme ça, c'est aussi des signaux qui peuvent nous indiquer que... Alors, ce que j'ai également découvert, notamment pendant cette période où j'ai continué en fait à comprendre les relations sentimentales, comment la dépendance fonctionne dans les relations. De toute façon, j'ai un scoop, on est tous dépendants affectifs. Je suis désolée, mais il n'y a pas un être sur Terre qui ne l'est pas. On l'est à des degrés qui nous sont propres à chacun.
Parce qu'on a besoin des autres, les êtres sociaux, en fait. Exactement. Alors après, le degré va faire qu'on est plus ou moins conscient et qu'on va utiliser cette dépendance quand on la vit dans la relation, soit pour en faire une force, pour nous amener en fait à développer une communication et une complicité avec le partenaire, tout en apprenant à devenir autonome, hein, en restant dans la relation, ou alors on bascule dans l'extrême qui est ce que j'ai vécu, et en fait on nourrit et on alimente cette dépendance qui nous amène à être dans la posture de victime et en fait à tomber dans la déchéance, quoi, et donc à être complètement dépendant. Donc, et du coup, pour donc, la blessure de la solitude, donc enfin la peur d'être seul, c'est un indicateur déjà, je pense, que peut-être notre dépendance affective peut être peut-être plus intense. Ah ben c'est sûr, si on a peur de la solitude, c'est qu'on vraiment... est des grands dépendants affectifs. Okay. Exactement. Et pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait qu'il y ait un lien entre nos dépendances extérieures, je parle par exemple de la dépendance à la drogue, à l'alcool, à la cigarette, au sucre, à la nourriture, aux écrans. Aujourd'hui, c'est beaucoup les écrans. Tout ça, c'est un moyen de fuir. C'est un moyen de fuir et c'est un moyen très intelligent, je trouve, de la vie, de nous faire prendre conscience de notre dépendance affective. Parce que la dépendance affective, c'est quelque chose qu'on peut camoufler. Hein. Tu veux camoufler comment, toi, par exemple? Comme je l'ai fait au début, c'est-à-dire te mettre en... Oui, en fait, tu restes dans ta blessure de rejet et en fait, tu ne déranges pas jusqu'à ce que tu sois certaine que la personne, elle est acquise, tu vois. Mais après, tu commences à la révéler, ta dépendance. Parce que tu l'as retenue, tu l'as contenue, en fait. Tu as peur de perdre l'autre. Mais une fois que tu commences vraiment, en fait, pourquoi? Parce que à chaque fois qu'on est dans un extrême, quand tu te retiens, tu es dans un extrême. Et à chaque fois qu'on est dans un extrême, on perd le contrôle, donc on bascule dans l'autre extrême. C'est ce qui fait qu'à force de se contrôler, de ne pas révéler en fait nos peurs, à un moment donné, on bascule dans l'autre extrême. Et là, non seulement on révèle nos peurs, mais en fait tout ce qu'on a voulu cacher, tu peux plus le cacher. Ça explose, quoi, tu vois. Et c'est ce qui fait qu'on bascule dans la blessure d'abandon, dans laquelle tu as des comportements excessifs, dans lesquels tu t'accroches à l'autre, tu vas lui courir après, tu es en mode victime, tu fais tout ce qui est en ton pouvoir pour attirer son attention, pour qu'il te donne de la valeur, alors que toi-même, tu te dégrades, tu te dévalorises. L'autre n'est qu'un miroir de la manière dont on se traite soi-même. Et donc, les substances extérieures sont un moyen pour prendre conscience de notre dépendance affective. Tu vois, plus on est accro à quelque chose, à l'alcool, à la nourriture, à la cigarette, plus ça nous indique qu'on est également dépendant ou codépendant. Et en fait, on ne veut pas se l'avouer. Et c'est un manque d'amour de soi quelque part. Aussi, exact, parce que qu'est-ce que c'est la dépendance affective? Ouais. Aujourd'hui, quasiment tout le monde sait quels sont les comportements de dépendance affective, comment ça se manifeste. Mais on ne sait pas vraiment qu'est-ce que c'est la dépendance affective. Être dépendant affectif, c'est être en carence affective. Et être en carence affective, c'est manquer d'amour pour soi. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime pas. Ça veut dire qu'il y a certaines parties de nous qu'on n'aime pas. Et ce sont ces parties de nous qu'on n'aime pas qui vont être révélées dans la relation avec l'autre. Donc l'autre, il est en train d'appuyer pile poil là où on manque d'amour pour nous. Mais du coup, ça fait le pont sur cette question que je trouve quand même hyper intéressante, parce que l'amalgame peut souvent être fait entre dépendance affective et amour. Exactement. Exactement. Et je donne un exemple concret qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est par exemple la jalousie. Quand on dit, beaucoup de personnes ont encore cette idée-là, que la jalousie, c'est une preuve d'amour. Mais non, la jalousie, c'est une preuve de manque d'amour vis-à-vis de soi. Alors, attention, je condamne pas, je critique pas, je juge pas les personnes jalouses, je l'ai été, mais on a besoin de comprendre pourquoi est-ce qu'on est jaloux et pourquoi est-ce qu'on on attire et on va choisir des partenaires qui vont alimenter et nourrir cette jalousie. L'amour, c'est pas ça, hein. L'amour, c'est s'accepter soi-même, parce qu'il y a l'amour de soi et l'amour de l'autre. Et tu peux pas aimer vraiment l'autre tant que tu t'aimes pas toi-même. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut s'aimer complètement soi-même avant d'aller vers une relation? Non. On pourra jamais exactement. En tant qu'être humain, nous sommes constamment en train d'apprendre à nous aimer. Et la relation avec l'autre, c'est le cadeau le plus merveilleux qui puisse nous permettre de prendre conscience des parties de nous qu'on n'aime pas. Donc, l'amour, c'est s'accepter soi-même et c'est accepter l'autre tel qu'il est.
C'est-à-dire en tant qu'être humain. Et en tant qu'être humain, ça veut dire que on a des aspects lumineux, mais on a aussi des aspects sombres. Et c'est inévitable, c'est incontournable, ça n'existe pas en tant qu'être humain. Et ça, c'est l'amour. C'est-à-dire que le feu de paille du début, hein, les papillons au ventre qu'on a au début, le coup de foudre qu'il y a au début, ça, c'est pas de l'amour, ça. C'est une attirance. C'est très fort, c'est quelque chose qu'on vit de très fort, mais c'est pas de l'amour. Ouais. L'amour, justement, l'amour, on va pouvoir vérifier s'il existe quand ce feu de paille commence à s'éteindre, quand ça commence justement à s'estomper, qu'on commence vraiment à connaître l'autre, qu'il y a eu suffisamment de temps où l'autre n'a plus pu cacher toutes les parties. En fait. Voilà, où le masque tombe, parce qu'à un moment donné, il tombe, de toute façon, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Et que même en découvrant les parties de l'autre qui étaient cachées par ce masque-là, en fait, on se dit, j'ai quand même envie de continuer avec cette personne, j'ai envie de continuer mon voyage avec cette personne, et je le continue dans la conscience parce que je sais que si ça me dérange chez lui, c'est que ça vient me parler de moi. Il y a quelque chose en moi que j'ai pas encore compris, et que donc je décide de continuer à grandir avec cette personne-là en allant ensemble. Mais on peut aussi découvrir que ce que la personne est en train de nous montrer de nous, au niveau de la partie qu'on n'aime pas chez elle, qui nous dérange, elle peut aussi nous dire qu'en fait, par amour pour toi, c'est pas bon pour toi de rester dans cette relation. Donc l'amour, ne veut pas dire forcément continuer avec la personne. L'amour veut également dire constater que je découvre un aspect de moi qu'effectivement j'aimais pas, mais en le travaillant, c'est justement le fait de le travailler qui me permet d'identifier que ce serait pas bon pour moi de continuer cette relation. Parce que si je la continue, justement, je ne m'aime pas. Et si je m'aime pas, j'aime pas l'autre non plus. Je suis en train de me mentir à moi-même et je suis en train de mentir à l'autre. Ouais. Ouais, ça, c'est tout un processus, exactement, évidemment, qui peut prendre plusieurs années. Mais dans ce que je perçois de ce que tu dis aussi, c'est l'amour, en fait, c'est accepter l'autre dans son ombre et dans sa lumière, en fait, dans la globalité de ce qu'il est, et pas uniquement pour un petit côté. Mais complètement. Et pas voir l'autre. Et soi-même. Et soi-même aussi. Parce qu'on est dans un monde de dualité. Tu ne peux pas être que les parties lumineuses de toi. Ça n'existe pas. Bien sûr. Bien sûr, et tu parles aussi de l'effet miroir, du coup, qui peut aider à évoluer. Et ce qui m'énerve chez l'autre, ce qui m'agace chez l'autre, c'est ce que j'ai. Et aussi ce que j'admire chez l'autre. Oui, bien sûr. Parce que parfois, et ça arrive souvent dans les relations de codépendance, on attire un partenaire qu'on va mettre sur un piédestal et nous, on se dévalorise par rapport à lui. Et quand on le met sur un piédestal, forcément, il vient nous révéler une partie de nous qu'on n'a pas encore exploitée, à laquelle on n'a pas encore donné le droit d'exister, tu vois. Si on l'admire chez l'autre, c'est qu'on l'a également. Il n'y a rien qu'on puisse voir chez l'autre qui n'existe pas en nous. Si ça n'existait pas en nous, on ne le verrait pas chez l'autre. Donc ça peut être autant quelque chose de positif, j'aime pas trop le terme positif, mais plutôt autant quelque chose qui nous révèle un aspect de nous qui est lumineux, comme ça peut être quelque chose qui nous révèle un aspect de nous que nous, on juge d'être sombre, et qu'en fait, on n'a pas encore appris à l'aimer. Parce que comment est-ce qu'on peut l'aimer chez l'autre si on l'aime pas en nous ? Ouais. C'est ça le miroir. Et je suis curieuse du coup de savoir, donc ces 5 ans où tu as vécu pleinement justement cette solitude, qu'est-ce que ça t'a apporté ? Comment tu l'as vécu ? Est-ce que ça a été dur ? Les 3 premiers mois, ça a été l'enfer. J'étais comme une camée qui manquait de sa substance. Je ne sais pas ce que c'est qu'être camée à la drogue, j'ai jamais testé, mais je sais ce qu'est être camée au sucre. Parce que j'étais une grande dépendante au sucre, moi. Je ne l'ai jamais été ni à l'alcool, ni à la cigarette. Moi, ma dépendance extérieure, c'était le sucre. Et c'était les mêmes symptômes. D'ailleurs, j'ai eu par la suite des problèmes de santé qui étaient liés en fait au sucre, tu vois. Parce qu'il y a du sucre partout aujourd'hui, dans toute l'alimentation. Si on n'adapte pas une alimentation saine et naturelle, en fait, on en devient dépendant sans même s'en rendre compte. C'est la même chose pour la dépendance affective. Donc la première chose que j'ai découverte grâce à cette décision que j'ai prise d'expérimenter la solitude, de me laisser traverser par la peur de la solitude, ça a été ces 3 premiers mois qui ont été très difficiles, effectivement. Et je me suis rendu compte par la suite que 3 mois, c'était rien à côté de la libération que j'ai commencé à sentir et surtout des capacités que j'ai commencé à découvrir en moi. Et je t'ai rencontrée, en fait. Je me suis rencontrée, effectivement. Et ça m'a appris que quand on est dans une dépendance extrême,
la relation, le fait d'être en relation avec l'autre ne nous permet pas de nous rencontrer. Et c'est une des raisons souvent pour laquelle la vie nous amène à vivre une rupture amoureuse. Et même si on veut enchaîner les relations avec d'autres personnes, elles ne durent pas. Parce que dans ce contexte-là, c'est qu'on a besoin d'apprendre à se rencontrer. Et que dans cette rencontre avec soi, il y a tellement de choses qu'on a à découvrir sur soi-même. Tellement de choses merveilleuses. Moi, j'ai découvert des capacités que j'avais. J'aurais jamais imaginé que j'avais ces capacités-là. T'as découvert quoi? Notamment, écoute, j'ai changé de métier. Hein, j'ai fait une reconversion professionnelle. Hein. Pour moi, c'était énorme. C'était le deuxième grand changement de ma vie, le plus révélateur. En tant qu'être individuel, personnellement, j'aurais jamais imaginé être capable de quitter le monde du salariat, dans lequel j'étais dans un confort, mais dans lequel je mourais à petit feu, et puis me décider à me former pour me lancer en tant que thérapeute, quoi. Et puis, ça s'est révélé à moi comme une évidence. Hein. J'ai quand même... ça s'est pas fait comme ça sur un coup de tête et sur un claquement de doigts. Hein. Ça a pris quand même 2 ans entre le moment où j'ai vécu cette période, puisque j'ai commencé cette période-là d'acceptation de la solitude en 2011 et je me suis vraiment lancée en 2013. Donc, pendant cette période, au bout de 4 mois, j'ai commencé ma formation. J'ai commencé à me former. Ouais. Au bout des 4 premiers mois de solitude, j'ai commencé à me former. Sur les thématiques donc de dépendance affective. Oui, j'ai commencé Moi, je me suis formée avec Louise Hay, qui était une pionnière de la de la loi de l'attraction aux États-Unis. Et je me suis formée après avec l'école Écoute ton corps, Lise Bourbeau. Ouais, c'est celle qui a changé ta vie. Donc. Exactement. Et c'est ça qui m'a amenée à réaliser à un moment donné. En fait, la révélation, pour moi, elle s'est faite à travers d'un rêve. Okay. Et ce rêve s'est répété 3 fois. Okay. Donc, je me suis vue de dos en train d'animer une conférence. Sauf que je ne me voyais pas moi. C'était moi que je voyais, mais j'y croyais pas que c'était moi. Moi, je pensais que c'était Lise Bourbeau. Hein. Et le 3e rêve, le jour du 3e rêve, je devais assister à une conférence le soir même, et je suis allée à cette conférence. Et les personnes qui animaient cette conférence nous ont fait faire un exercice aux personnes qui étaient dans l'assistance. Et à la fin, elles ont demandé qui était volontaire pour venir partager l'exercice sur le podium. Et ma main s'est levée, mais elle s'est levée inconsciemment. J'étais pas consciente que j'avais levé ma main parce que à ce moment-là, j'étais très timide, j'avais pas confiance en moi. Donc j'y suis allée malgré moi. Je me suis dit mais qu'est-ce qui m'a fait que j'ai levé? Et quand j'étais en train de partager sur ce podium ce que j'avais vécu, je me suis sentie comme un poisson dans l'eau. À ta place. Ça a été une révélation pour moi parce que quand je suis allée m'asseoir, j'étais un peu dans un nuage et j'étais en train de comprendre les 3 rêves que je venais de faire dans les 3 jours précédents. Et là, pour moi, j'ai enfin vu que c'était moi. Ouais, c'était à toi de transmettre, en fait, maintenant. Un peu Exactement. Mais c'était très difficile. J'avais extrêmement peur. Ça a été très dur pour moi de quitter l'emploi que j'avais à l'époque. Je suis carrément tombée très malade, hein, vraiment, sérieusement. Parce que le corps me disait, c'est bon, il faut que tu y ailles, là. Il faut que tu aies confiance, il faut que tu y ailles. Ouais. Oui, puis après, tu devais apprendre cette peur peut-être de manière différente parce que tu avais déjà osé te confronter à elle, en fait, et y aller quand même, en commençant par la solitude. Vraiment, à l'époque, j'avais pas l'assurance que j'ai aujourd'hui, dans le sens où, pour moi, aujourd'hui, c'est une certitude. La vie est extrêmement intelligente. Tu peux lui faire confiance à 1000% les yeux fermés. Tu peux être dans le pire des cas, dans le pire des drames. Tu es précisément au bon endroit pour poursuivre ton processus d'évolution. Vraiment, j'ai aucun doute là-dessus. Et je peux encore vivre des situations très difficiles, hein, et j'en ai revécu par la suite. Mais j'ai cette conviction, je l'ai acquise à partir de cette période-là. Vraiment, je crois que c'est la connaissance, parce que pour moi, la connaissance, c'est la ressentir. C'est ça la foi, pour moi. Tu le sais, tu peux être dans le pire des désarrois, mais tu sais que la vie ne t'abandonnera jamais. Sois juste attentive aux signes,
aux opportunités. La vie va te guider. Donc, les signes, ils peuvent se présenter de n'importe quelle manière. Et d'ailleurs, dans Conversation avec Dieu, il te le dit, je parle à tout le monde. La question n'est pas à qui je parle, la question est qui m'écoute. Ouais, il dit au début. Voilà. À partir du moment où tu apprends à faire ça, tu n'es plus déconnecté. Et je ne parle pas de Dieu, parce que pour moi, Conversation avec Dieu n'a rien à voir avec la religion. Oui, d'ailleurs, ce n'est pas... dit, hein. C'est philosophique, hein, mais pour moi, quand j'ai lu ce livre, j'ai eu les réponses à toutes les questions existentielles que je me posais depuis toute petite. Incroyable. Tu vois. Ouais. Donc, encore là aussi, ça a été une délivrance pour moi, parce que ça m'a donné une compréhension de la raison pour laquelle j'étais sur Terre. Et une foi, en fait, aussi. La foi. Exactement. Je l'avais déjà, mais surtout là... Et puis j'étais très en colère envers Dieu, hein, par rapport à la religion, puisque moi j'ai beaucoup baigné dans la religion. Et en fait, le Dieu qui m'avait été présenté par la religion, j'y adhérais absolument pas. Hein. Mais là, quand j'ai lu ce livre-là, je comprenais enfin, mais ok, là ça me parle, je suis complètement en adéquation avec ça, je me sens alignée avec ça. Et quand je vis des difficultés, puisque je reste un être humain, j'en vivrai jusqu'à la fin de mes jours, voilà, ça me ramène... Avec plus de hauteur, quoi, en fait. Oui. Alors d'abord, je me donne simplement le droit d'être humaine et de traverser cette phase difficile, de me laisser traverser par l'émotion. Je ne la fuis pas, ce que je faisais avant. Si ça dure un jour, ça dure un jour. Si ça dure une semaine, ça dure une semaine. Si ça dure un mois, c'est OK. Alors, ça ne m'arrive plus. Hein. Aujourd'hui, je crois que grand maxi, c'est 3 jours, quoi. Mais après, ça peut continuer, ça peut se représenter. J'accepte. J'accueille. C'est comme ça que, en fait, on se laisse traverser par l'émotion. Et après, la lumière arrive. C'est comme les jours de pluie, le soleil arrive après la pluie. Hein. Mais c'est vraiment la réalité. C'est pas juste une métaphore, quoi. Tu vois, j'ai cette conviction aujourd'hui que c'est vraiment comme ça. C'est beau. Donc, ça t'aide au quotidien pour avancer. Évidemment. Ouais. Et c'est ce que je transmets aux personnes que j'accompagne également. Ouais. On a besoin, en fait, d'accepter tout simplement qu'on est des êtres humains et qu'on a encore plein de choses à apprendre jusqu'à la fin de nos jours. Hein. Et les relations, quelles qu'elles soient, hein, pas que la relation sentimentale. Ce sont des beaux enseignants. Ah, mais pour moi, c'est le moyen le plus rapide et le plus efficace d'apprendre à se connaître. Et d'évoluer. Oui, parce qu'une fois que tu apprends à te connaître et que tu sais que tu es responsable de ta vie, que si tu veux que quelque chose change, il n'y a que toi qui peux le changer. Ça ne veut pas dire que tu dois le faire toute seule et que tu n'as pas le droit de demander de l'aide, hein, comme je disais tout à l'heure. Mais c'est toi qui dois en être l'instigatrice. C'est toi qui dois en prendre l'initiative. Et du coup, à la fin de ces 5 ans, tu as fini par rencontrer quelqu'un, j'imagine? Oui, alors... Figure-toi qu'au bout de 3 ans, la vie me présentait des hommes qui venaient à mes conférences, qui m'attendaient à la fin de mes conférences. Et alors là, le piège dans lequel je suis tombée, c'était non, plus jamais de relation. Plus de relation, en fait. Je suis trop bien dans mon célibat, c'est ça? Ah bah oui, mais j'étais pas consciente à ce moment-là que c'était mon ego. Hein. J'ai besoin de personne, en fait. Bah oui, j'ai besoin de personne. Ça, c'est vraiment de l'ego. T'es tombée de la peur de la solitude à... Exactement. T'as fait les deux extrêmes, en réalité, c'était juste mon ego qui me disait, maintenant que t'as compris que tu peux être bien toute seule, tu vas pas à nouveau te remettre dans une relation pour courir à nouveau le risque de souffrir si t'es à nouveau quitté, etc., etc. Et en fait, ça a duré comme ça pendant 2 ans. C'est-à-dire, la vie m'envoyait des hommes et je refusais les relations. Pareil, donc je me contrôlais. À nouveau, je me retenais. Et à force de se contrôler, on bascule on perd le contrôle et on bascule dans l'autre extrême. Et donc, j'ai fini par accepter une relation avec quelqu'un au bout de ces 5 ans de célibat. Et là, j'ai revécu à nouveau de la souffrance, bien évidemment, puisque ce dont on a peur, on le crée. Puisque là où tu mets de l'attention, c'est ce qui va se manifester dans ta réalité. Mais c'était une grande leçon. Là, ça m'a permis de commencer à travailler sur ma blessure de trahison. Voilà. Ok. Et donc encore en cheminement, quoi. Exactement. Ouais. Et puis grâce à cette relation, puis quelques-unes après par la suite, j'ai beaucoup guéri sur ma blessure de trahison. Notamment, j'ai compris, qui pour moi est la chose la plus importante à comprendre quand on se sent trahi, quand on se sent trompé par un partenaire, c'est qu'en fait, si l'autre nous a trompés, si l'autre nous a trahis, c'est qu'avant même qu'il ne le fasse, on s'est déjà trahi soi-même. Ah bah toi, oui, mais il faut aller comprendre comment est-ce qu'on se trahit. Ouais.
Bah, toi, t'étais pas toi-même et tu t'autorisais pas à exprimer tes besoins et qui t'étais et tout. Oui, il y avait ça, mais après, il y a eu vraiment dans la relation, je vais pas raconter toute la relation, mais dans le processus, dans le parcours de la relation, il y a eu plusieurs situations euh, qui, si j'avais pu être à l'écoute, si j'avais pu être consciente et me respecter à ce moment-là, j'aurais dit non à ces situations-là. Donc, je me C'est de suis pas l'amour de respectée. soi, en fait. Je me suis pas respectée, donc quand on se respecte pas, on se trahit, on est infidèle vis-à-vis de soi-même, on est infidèle à ses besoins, à ses principes, à ses valeurs. Mais comme j'ai pas su les écouter, ben j'ai dû le vivre pour le comprendre. Donc ça nous ramène encore à ce que dit Conversation avec Dieu. Je parle à tout le monde. La question est qui m'écoute? Il me parlait à travers. C'est notre intuition. L'intuition nous parle, mais on l'écoute pas. Ouais. Parce qu'à un moment donné, on a été déconnecté de notre intuition. Ça aussi, ça trouve son origine dans l'enfance. Mais je vais pas tout vous révéler aujourd'hui. C'est clair, parce que sinon on est là jusqu'à... Non, mais c'est sûr, on pourrait partir là dans des digressions, mais hyper intéressantes, évidemment, et super précieux. Il y a une question que je voudrais te poser, du coup, c'est si là, tu pouvais parler à ton toi d'il y a... Donc de cette femme qui était dans cette relation avec ton mari à l'époque où c'était vraiment compliqué. Ouais, qu'est-ce que tu lui dirais si tu l'avais en face de toi? Je lui dirais, ma chérie, crois en toi, ose le poser ce pas-là, tu t'imagines pas la libération qui t'attend de l'autre côté. Ose le poser, va à la rencontre de l'inconnu, parce que dans l'inconnu, tu vas trouver une délivrance que tu n'imagines même pas. Et ouais. C'est important. J'aurais adoré que quelqu'un me le dise à l'époque. Et confiance, vas-y. Ça suffit pas, c'est vraiment le fait de dire à la personne oui, ce que tu vas trouver de l'autre côté, tu le connais pas, c'est inconnu, tu sais pas ce que c'est. Mais je te garantis que ça peut pas être pire que ce que tu es déjà en train de vivre. Et au contraire, ce sera toujours mieux. Et puis quand on sait que la vie est toujours de notre côté, parce que à l'époque je le voyais pas ça. Pour moi la vie elle était contre moi quoi. Et qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu d'ailleurs, hein, je l'ai dit souvent. Hein. Qu'est-ce que je t'ai fait mon Dieu pour que tu me punisses de cette manière? En fait je me punissais toute seule, c'était moi qui me faisais à moi. C'était ni le bon Dieu ni les autres, c'était même pas mon partenaire hein, qui me faisait du mal, c'était moi qui cautionnais, qui acceptais qu'il me fasse du mal. C'est dur à entendre ça hein. Je pense que c'est très dur à entendre pour certaines personnes que ce soit des hommes ou des femmes qui sont peut-être en train de vivre ça aujourd'hui, mais on doit en prendre conscience parce que sinon on reste dans la posture de victime, et quand on reste dans la posture de victime on n'a pas le pouvoir d'en sortir en fait. Oui, de changer les choses, de se responsabiliser. En fait, ce pouvoir-là, on le donne à l'autre et on ne veut pas prendre conscience à quel point... de toute façon, on n'est pas là sur Terre. Si on n'avait pas, nous, le pouvoir de gérer notre vie, de créer le meilleur pour nous, on ne serait pas là. On vient pour expérimenter ça. On vient à la vie pour expérimenter ça. Donc, forcément, c'est un cheminement. Et pour l'expérimenter, ça a un sens. Il faut traverser ces situations-là. Moi, si tu me demandais aujourd'hui, qu'est-ce que tu changerais dans ce que tu as vécu? Mais rien, absolument rien. Parce que ça fait la personne que tu es aujourd'hui. Exactement. Au contraire, je bénis. Alors, je ne suis pas en train de dire que j'aimerais le revivre. Hein. Ouais. Non, je ressens aucun besoin de le revivre. Hein. Mais par contre, je ne changerai rien parce que ça m'a... Enfin, tout ce que j'ai appris, c'est grâce à ce que j'ai vécu. Évidemment. On a parlé de 2 livres dans cet épisode, donc Les 5 blessures qui empêchent d'être toi-même de Lise Bourbeau et Conversation avec Dieu de Neale Donald Walsch. Est-ce qu'il y a d'autres livres, toi, qui t'ont aidé sur son cheminement, que tu aimerais partager? Tu as parlé de ton livre aussi sur la dépendance affective. Est-ce qu'il y a des ressources sur la dépendance affective que tu aimerais nous partager? Alors oui, alors est-ce que je vais me souvenir des titres? Ça je sais pas, mais je veux bien te donner une liste après si tu veux. Évidemment pour les personnes qui me connaissent pas, qui sont en train de me découvrir, qui aimeraient lire mes livres, moi j'en ai écrit 2. J'ai écrit Confidence d'une ancienne dépendante affective et Confidence d'une célibataire épanouie. Dans les livres Conversation avec Dieu, je les ai tous lus. Lise Bourbeau, je les ai tous. C'est vraiment les 2 auteurs qui pour moi sont hyper puissants.
Il y a également les livres de Louise Hay, hein, pareil. En fait, pour moi, la compréhension de l'amour de soi, comment s'aimer, c'est vraiment Louise Hay qui me l'a le mieux enseigné. Les titres, je mettrai le nom de l'auteur et pareil, Louise Hay, j'en ai plein. Et puis j'avais lu un livre, je me souviens à l'époque, l'auteur c'est Eva Arcadi. Elle en a pas écrit beaucoup, je crois qu'elle en a écrit 2 ou 3. Mais il y en a un qui m'avait énormément aidé, et je me souviens très bien que c'était à l'époque où je cherchais partout dans Paris un thérapeute spécialisé en dépendance affective. À l'époque, ça n'existait pas. Tu vois. Mais tu avais trouvé ce livre qui, lui, t'avait... Oui. En fait, ce que j'ai compris, moi, c'est que... Parce que j'ai quand même consulté des professionnels. Et quand j'arrivais, je leur disais, voilà, je sais que je souffre de dépendance affective et je cherche un professionnel qui puisse m'accompagner dans cette thématique. Ils ne savaient même pas de quoi je leur parlais. Ah ouais? Ouais. Ok. Oui. Pourtant, c'est beaucoup plus répandu aujourd'hui. Ah non, mais aujourd'hui, tout le monde connaît la dépendance affective. Ouais. Mais je parle d'il y a 22 ans en arrière, déjà. Et quand moi, j'ai commencé, ça fait une quinzaine d'années, hein, parce que moi, je me suis vraiment installée en tant que professionnelle en 2013. Mais j'ai commencé dès le début, dès que j'ai commencé à me former. Tu sais comment j'ai commencé? Je créais des cafés-rencontres, des restaurants-rencontres pour aborder le sujet de la loi de l'attraction. Je proposais aux gens de venir parler de la loi d'attraction. Et au final, ça a j'ai eu mon premier client comme ça. C'est un monsieur qui m'a demandé de lui faire quelques séances. Parce que le sujet, il avait dévié sur les relations. Parce que pendant les discussions qu'on avait au restaurant ou dans les cafés, il m'avait posé des questions et il m'avait dit, mais en fait, tu m'as répondu à ces questions-là de manière beaucoup plus précise. J'ai appris beaucoup plus là avec tes réponses que j'ai appris en 10 ans de thérapie à qui personne n'arrive à me donner des réponses. Donc, il a voulu faire des séances avec moi. Je lui ai dit, je suis pas encore professionnelle. Et il m'a payé. Donc, c'était mon premier client. C'est beau. Pour moi, c'était la confirmation que j'étais... Et tout ça s'est passé dans le même laps de temps où j'avais eu mes rêves, où j'avais assisté à cette conférence qui m'avait... Tu vois, ça, c'est des signes de la vie. Je parle à tout le monde. La question est qui m'écoute. Ça, c'était des signes, c'était des opportunités que la vie m'envoyait. Si j'avais pas été en capacité de les écouter, je serais passée à côté. Ouais. Et d'ailleurs, si cette thématique de suivre les signes et les synchronicités de la vie vous intéresse, on a enregistré avec Marie-Sophie un épisode où elle nous partage à travers son parcours comment elle a suivi les signes et voilà, elle partage son histoire et ça peut vous inspirer aussi si vous aussi vous avez envie d'être un petit peu plus attentif sur ces signes que l'on a tous. Oui, on les a tous, c'est vrai. Ouais. Magnifique. La dernière question que j'aimerais te poser, Christina, mon podcast, tu le sais, il s'appelle Mater Happy. Et du coup, j'aimerais te demander pour toi, c'est quoi une terre happy? Donc une terre qui est heureuse. C'est une terre... alors, écoute-moi, c'est être connecté à soi. Vraiment, ça nous demande de se poser au calme. Et s'il y a une chose qui est difficile pour les personnes qui vivent de la dépendance affective, c'est de sortir de leur urgence, c'est-à-dire du contexte de cette urgence où elles ont besoin d'avoir des réponses rapidement, de se poser, parce que c'est des êtres impatients, hein, je sais, je suis passée par là. C'est d'arriver à se poser, à être calme le plus possible. Et ça, pour moi, l'outil le plus puissant, c'est la méditation. Hein. Et c'est de parvenir, grâce à ces moments qu'on s'accorde quotidiennement, parce qu'il faut se les accorder quotidiennement, hein, sinon on ne les obtient pas. C'est ce qui nous amène à être connectés à nous, à être dans ce calme qui nous permet en fait d'être à l'écoute de soi, dans cette paix intérieure. Ça demande de la pratique, ça demande de la patience, ça demande de la persévérance, mais c'est comme ça qu'on aboutit à une autothérapie dans laquelle on se sent dans sa propre terre, en fait, connecté à soi-même. Pour moi, c'est ça. Toi, c'est revenir à soi. Tout ce qu'on cherche à l'extérieur, on ne peut pas le trouver à l'extérieur si on l'a pas trouvé en soi, en fait. Il est en nous, mais en fait, on en est déconnecté. C'est beau. Donc, on a besoin de se reconnecter à soi. Et dès qu'on se reconnecte à soi, on la retrouve, cette paix intérieure. Rien ne prévaut cette paix intérieure.
Ouais. Rien n'est au-dessus de ça. Ouais, c'est bien parce que du coup, tu finis par une invitation à méditer, en tout cas à se retrouver, à utiliser peut-être le moyen qui nous correspond le plus, mais trouver des moments où on a l'occasion d'être vraiment avec soi, en fait, et de ressentir. Et la guérison de la dépendance, c'est justement de t'octroyer le droit d'être en relation avec toi, de créer une relation saine, épanouissante, paisible avec toi. Parce que tu ne peux pas créer une relation avec l'autre si tu n'as pas créé cette relation avec toi. C'est l'invitation de la dépendance. La dépendance affective, elle a un sens et une raison d'être dans notre vie. Elle nous envoie cette invitation de nous reconnecter à nous. Sans pour autant se déconnecter de l'autre, mais il y a un temps pour tout. Quand on a été dans l'extrême de la connexion avec l'autre et qu'on s'est perdu dans la relation, en fait, on doit passer par une phase temporaire, tout est temporaire, dans laquelle on apprend à se connecter à soi pour qu'une fois qu'on revient dans la relation avec l'autre, on ne se perde plus jamais. C'est OK d'être en relation avec l'autre, oui, on est aussi fait pour ça. Mais être en relation avec l'autre ne sous-entend pas ne plus être en relation avec soi. Je pense que ça mériterait presque un épisode en entier, oui. la relation à soi. Mais passionnant. Si jamais c'est un sujet qui vous intéresse et que vous aimeriez en savoir plus sur quand on est dans la dépendance affective, comment tisser ce lien avec soi, dites-le-nous en commentaire, écrivez-nous et on pourra peut-être faire un épisode sur le sujet. En tout cas, merci beaucoup Christina, c'était passionnant, j'ai adoré. Merci à toi Lily Rose, ouais. C'était une belle invitation et moi aussi je me suis régalée dans ce partage avec toi. Merci du fond du cœur. Merci à vous pour votre écoute. Merci Alexandre de Toda. Avec plaisir.